Bienvenue dans ce nouveau podcast sur l'assurance dépendance. Aujourd'hui, on va plonger dans les multiples facettes de ce marché, de la réglementation jusqu'aux techniques de vente. C'est passionnant, n'est-ce pas? Commençons par le socle même, la définition et les enjeux de la dépendance. Ah oui, c'est fondamental. Alors pour vous, comment définiriez-vous la dépendance? C'est l'incapacité, la perte d'autonomie pour réaliser des gestes essentiels du quotidien. Se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer et, évidemment, gérer l'élimination et les transferts. Oui, exactement. Et cette épreuve, qui touche des millions, nécessite des solutions à la fois techniques et humaines. Tout à fait. Ce qui m'impressionne, c'est qu'en France, d'après les projections, la dépendance pourrait concerner, jusqu'à 2,5 millions de personnes d'ici 2030. C'est énorme, non? Exactement. Et ça explique, en partie, pourquoi l'assurance dépendance passe d'un produit de niche à une nécessité sociétale. On voit bien que l'allocation personnalisée d'autonomie, ou APA, ne couvre qu'une fraction, laissant un reste à charge considérable. Donc, c'est là que l'assurance privée intervient pour compléter les aides publiques, n'est-ce pas? Précisément. Et ce qui est intéressant, c'est que les professionnels ont dû s'adapter en développant non seulement une expertise technique, par exemple avec les grilles d'évaluation comme l'Agir, mais aussi des techniques commerciales très pointues pour transmettre tout ça aux clients. Je me demande comment ces grilles, notamment Agir, fonctionnent-elles en pratique? Eh bien, la grille Agir se base sur 10 variables dites discriminantes, qui évaluent la cohérence, l'orientation, la toilette, etc. Chaque variable se note sur 3 niveaux. A pour autonome, B pour partiellement dépendant et C pour totalement dépendant. Puis, on totalise pour trouver le GIR, qui va de 1 à 6. Intéressant. Et alors, seuls les GIR de 1 à 4 ouvrent droit à une aide publique, c'est bien ça? Exact. C'est l'un des critères clés pour déterminer la prise en charge. Plus le GIR est bas, plus la dépendance est sévère, et donc, plus le besoin de solution est urgent. Parlons maintenant de l'aspect réglementaire, notamment la loi du 8 avril 2024. Quelles sont ses conséquences? Cette loi, c'est un vrai tournant. Elle redéfinit le cadre de l'assurance dépendance en renforçant l'information, la transparence et surtout en autorisant par exemple des contrats collectifs d'entreprise et des produits hybrides. Oui, c'est assez innovant. On ne parle plus seulement de rente viagère, mais aussi de solutions intégrées avec des services d'accompagnement et même une prévention active du vieillissement. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'allier prévoyance et innovation technologique, par exemple avec la télémédecine ou les objets connectés. Tout à fait. L'assurance dépendance évolue. Elle se transforme en une sorte de solution globale qui inclut non seulement une protection financière, mais aussi un accompagnement pour maintenir la qualité de vie. Exactement, c'est comme transformer un produit purement financier en un service complet. Maintenant, passons à l'architecture contractuelle. Comment les assureurs structurent-ils ces produits? Les contrats d'assurance dépendance se déclinent généralement en contrats individuels et collectifs. Les contrats individuels offrent une rente viagère qui se déclenche lors de la perte d'autonomie avec des modalités de cotisation flexibles, soit des cotisations viagères, temporaires, ou même un versement unique. C'est bien unique. modulable, n'est-ce pas? Tandis que les contrats collectifs, par exemple pour les entreprises, bénéficient de la mutualisation des risques, ce qui permet souvent de proposer de meilleurs tarifs. Intéressant, mais je me demande, est-ce que ce ne serait pas trop compliqué pour le client moyen? C'est justement un challenge pour nous, les intermédiaires. On doit pouvoir vulgariser tous ces mécanismes pour les rendre accessibles. C'est là que notre formation entre vraiment en jeu. On apprend à utiliser des supports visuels, des tableaux comparatifs, voire des simulateurs, pour que le client comprenne l'évolution de ses coûts et l'importance de la couverture. Tout à fait, c'est essentiel. Absolument, elles le sont. En effet, la vente en assurance dépendance demande une approche plus empathique et personnalisée. Par exemple, il faut prendre en compte des objections psychologiques, le déni du vieillissement,
l'angoisse de la dépendance et même, parfois, la culpabilité intergénérationnelle. Oui, c'est un vrai On casse-tête apprend à psychologique. utiliser des techniques d'écoute active, de reformulation, pour faire émerger les véritables besoins derrière ces résistances. Je me souviens d'un exemple où un client disait « Je ne m'inquiète pas, mes enfants s'occuperont de moi ». Et vous, comment répondez-vous? Eh bien, on explique, avec tact, que la modernisation des structures familiales, mobilité, éloignement géographique, rend l'autofinancement, c'est-à-dire la prise en charge par la famille, de plus en plus Et c'est difficile. souvent vrai. On montre également comment une assurance peut sécuriser tout le monde et préserver la relation familiale en évitant des situations de tension. Très bien. Maintenant, abordons un aspect technique, la tarification. Quelles sont les principales variables qui influent sur le coût? Principalement l'âge, le sexe et l'état de santé. Les tables de morbidité jouent un rôle majeur ici. Par exemple, les femmes, avec une espérance de vie plus longue, paient souvent des cotisations supérieures d'environ 15 à 25% comparées aux hommes. Intéressant. Ensuite, le risque est segmenté en différents groupes selon l'âge par tranche et les antécédents médicaux. Ce système permet d'équilibrer le risque, même si il reste assez complexe. Et est-ce que cela signifie que les cotisations peuvent évoluer en cours de contrat? Oui, tout à fait. On parle souvent de révision tarifaire, notamment due à la dérive de sinistralité. Si, par exemple, plus de personnes deviennent dépendantes que prévu, les assureurs peuvent ajuster les tarifs pour l'ensemble d'une génération de contrats. Ah, C'est donc c'est un complexe, risque partagé. mais ça permet de maintenir l'équilibre économique du produit. Vous avez également mentionné les innovations produits. Parlez-nous un peu des contrats hybrides combinant assurance vie et garantie dépendance. Oui, ces contrats hybrides répondent aux besoins d'une clientèle patrimoniale qui souhaite à la fois constituer une épargne et se protéger contre le risque de dépendance. L'idée, c'est que, en cas de dépendance, une partie du capital constitué se transforme en rente viagère ou en capital à verser pour des aménagements. Cela permet C'est d'optimiser la vraiment ingénieux, non? fiscalité et d'offrir une double protection, à la fois financière et patrimoniale. Pourtant, certaines personnes pourraient être sceptiques face à cette complexité, non? Oui, c'est là qu'intervient notre expertise en matière de conseil. Parfois, je dis c'est comme un système multifacette qui paraît d'abord intimidant, mais qui, une fois bien expliqué avec des supports visuels et des tableaux comparatifs, devient très limpide pour le client. Exactement. Il faut savoir vulgariser ces concepts. Parlons maintenant de l'aspect relationnel et du suivi. Comment se passe-t-il une fois le contrat souscrit? Le suivi, c'est primordial. On doit assurer un accompagnement de long terme, notamment en cas de déclenchement des garanties. Cela inclut le suivi médical régulier, l'assistance via la télémédecine et même la coordination avec les services d'aide à domicile. C'est cet accompagnement global On qui organise distingue vraiment également ces des produits. points annuels pour réévaluer la situation, ce qui permet d'ajuster le niveau de couverture si l'état de dépendance évolue. Et, concernant le volet légal et de conformité, pensez-vous que les exigences DDA et les contrôles de l'ACPR compliquent la tâche? Ce n'est pas faux, c'est un vrai défi. Les obligations DDA nous imposent une transparence totale sur nos conseils et la traçabilité complète des échanges. Ça demande Mais une au rigueur final, sans faille. c'est bénéfique pour le client, qui est ensuite mieux protégé et rassuré par la qualité du conseil. Cela sécurise également notre pratique en tant qu'intermédiaire. Je dois dire, certains pourraient penser que toute cette complexité, à la fois technique et relationnelle, risque d'effrayer les clients. Qu'en dites-vous? C'est justement là que je souhaite intervenir. Certes, c'est complexe, mais c'est aussi une réelle opportunité de transformer un sujet, souvent perçu négativement, en une démarche de prévoyance valorisante. Je vois l'argument. En vulgarisant bien les informations et en adoptant une approche empathique, nous pouvons transformer ces résistances en adhésion résolue. Bien sûr, il faut être très attentif, et parfois, je remets en question certaines pratiques trop agressives de vente. Il faut,
respecter le temps de maturation du client. C'est très juste. Donc, en résumé, nous avons vu que l'assurance dépendance, loin d'être un produit obscur, est en réalité un véritable outil de sécurisation patrimoniale et familiale, même si sa complexité exige des compétences pointues de la part des professionnels. Tout à fait. Ce marché, en constante évolution, nécessite une formation continue et une véritable expertise, depuis la compréhension des grilles d'évaluation, comme AGGIR et AVQ, jusqu'aux stratégies commerciales adaptées. Exactement, c'est un univers fascinant et en plein essor. Merci pour ce partage très instructif. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée technique et humaine dans l'assurance dépendance. Merci à vous. N'oubliez pas que, derrière chaque chiffre et chaque règlement, il y a des familles dont l'avenir est sécurisé grâce à cette expertise. À bientôt pour un prochain podcast.